Mais son grand-père les connaissait mieux qu'elle. Il avait laissé quelque chose dans les murs qu'ils n'avaient pas vu. Et quand ils ont finalement réalisé ce qu'ils avaient manqué, il était déjà trop tard. Nadia s'arrêta lentement, le gravier crissant sous ses pneus alors que le soleil du début de soirée frappait le Porsche exactement comme avant. C'était le Porsche de grand-père. Elle resta assise un moment, moteur éteint, écoutant le bourdonnement des cigales dans l'air printanier du Texas. Pendant une seconde, elle eut l'impression qu'il pourrait sortir à tout moment, lui faire un signe de la main comme toujours, et dire « Eh bien, voilà ma fille ». Mais il ne le ferait pas. Il était parti. Et tout ce qui lui restait, c'était cette maison. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. En sortant et en se dirigeant vers la boîte aux lettres, quelque chose attira son attention. La plaque de laiton qui portait autrefois l'inscription « Thompson » avait été polie. Non, remplacée. Une nouvelle gravure brillait sous le soleil. Tracy Langford. Son cœur manqua un battement. Tracy. Sa cousine qui simulait des allergies pour ne pas aider grand-père dans le jardin. Cette Tracy-là. Elle ouvrit la boîte aux lettres, s'attendant à moitié à une lettre qui lui était adressée. Quelque chose du bureau de l'avocat confirmant ce que grand-père avait promis. Que la maison serait à elle. Rien. Juste un coupon pour de la nourriture pour chien et un dépliant d'agent immobilier avec la photo de Tracy. Son sourire était bien trop large. Nadia porta son sac vers la porte d'entrée, cherchant la clé de secours sous la grenouille en céramique comme toujours. Elle était toujours là. Certaines choses n'avaient pas changé. À l'intérieur, l'odeur la frappa en premier, lavande, huile de citron et quelque chose de stérile comme un spray de nettoyage d'hôtel. Elle cligna des yeux en entrant dans le salon. Des boîtes étaient soigneusement empilées, étiquetées sur 3 hauteurs le long des murs. Décoration de salon. Livre de Kettle. Divers de grand-père, à donner. Elle se tourna lentement. L'horloge de grand-père continuait de sonner, mais la chaleur de la pièce avait disparu. Elle semblait vide maintenant, comme une version d'elle-même. Ses yeux tombèrent sur une boîte marquée « Chambre d'enfance de Nadia, triée plus tard ». L'écriture était désordonnée, comme une pensée après coup, comme si même ses souvenirs devaient être triés par les mains de quelqu'un d'autre. Elle descendit le couloir, passant devant le porte-manteau où grand-père avait l'habitude d'accrocher son parapluie chaque fois qu'elle l'oubliait. La porte de sa chambre était ouverte et vide. Le placard contenait 2 petites boîtes, toutes 2 étiquetées de la même manière. Divers, jeter ou donner. Son cœur tomba plus bas qu'elle ne l'aurait cru possible. Personne n'avait appelé. Personne n'avait demandé. Elle s'assit sur le bord du lit dépouillé. L'empreinte dans le matelas avait disparu, probablement remplacée. Elle pressa ses paumes sur ses cuisses et essaya de respirer malgré la boule dans sa gorge. Elle savait que le deuil viendrait par vagues. Mais ça, c'était de la démolition. Elle se leva lentement, se stabilisa sur la commode et se dirigea vers le couloir. C'est alors qu'elle entendit la voix. « Oh, Nadia, tu es là tôt. » Elle se tourna. Sa mère se tenait là, parfaitement apprêtée comme toujours. Son rouge à lèvres était frais. Ses talons claquaient sur le parquet, comme si elle n'avait pas enterré son père la semaine dernière. « Tôt pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. Sa mère sourit, comme quelqu'un essayant de faire passer une mauvaise nouvelle pour un compliment. Tracy est restée ici pour aider à la transition. Nous préparons les choses pour la mise en vente. Mettre quoi en vente? La maison, ma chérie. Tu sais comme elle est vieille. L'entretien seul te noirait. Elle passa devant elle et ajusta un cadre tordu sur le mur, comme si rien à ce moment-là n'était anormal. Je pensais? La voix de Nadia s'éteignit. Grand-père a dit, il m'a dit que cette maison serait à moi. Eh bien, les plans changent. Et tu sais que ton grand-père n'était pas exactement connu pour sa gestion des papiers. Nadia ne répondit pas. Elle passa simplement devant elle et se dirigea vers le bureau. Ses chaussures semblaient trop bruyantes, comme si elle piétinait la maison de quelqu'un d'autre. Peut-être que c'était le cas. Sur la console près de la porte du bureau, une photo était posée face contre terre. Elle hésita, puis la ramassa. C'était eux, elle, grand-père et Lucky, leur vieux Golden Retriever. La photo avait été prise cet été, après qu'elle ait obtenu son diplôme universitaire. La main de grand-père était sur son épaule.
Son sourire plissait les coins de ses yeux comme il le faisait toujours quand il disait « Cette maison a une bonne ossature, tout comme toi. » Elle retourna lentement le cadre et le redressa. Pas de mots, pas de larmes, juste un souffle. Le bureau était plus sombre qu'elle ne s'en souvenait. Les rideaux avaient été changés, probablement dans le style de Tracy, quelque chose de tendance et de beige. Elle se dirigea vers le bureau de grand-père. Il sentait encore faiblement le cèdre et l'encre. Elle ouvrit les tiroirs un par un, en faisant attention de ne rien déranger. Rien d'inhabituel, jusqu'au dernier tiroir à droite. Il était verrouillé. Elle le fixa un moment, traçant les bords avec ses doigts. Sous la serrure, juste assez faiblement pour le manquer à moins de savoir où regarder, se trouvaient des lettres gravées. NT, ses initiales, à personne d'autre. Tu avais promis, murmura-t-elle, sa paume reposant à plat sur le bois. Tu avais dit que ce serait à moi. La lumière extérieure était devenue d'un orange terne maintenant. Elle ne bougea pas. Elle resta là, sa main toujours sur le tiroir, essayant de se souvenir de la dernière chose qu'il lui avait dite, et se demandant qui d'autre avait la clé. Elle ne remarqua même pas depuis combien de temps elle était là jusqu'à ce que la porte d'entrée grince de nouveau. Des voix flottèrent, des talons claquant, le bruissement de sacs en papier, quelqu'un riant doucement. Elle glissa l'enveloppe dans sa poche et retourna dans le couloir, se ressaisissant. Le salon, il y a une heure à peine plongé dans le silence, était maintenant en pleine effervescence. Tracy, dans une sorte de tenue d'intérieur chic, était perchée sur la coudoir du canapé comme si c'était son trône. Son père, Peter, s'appuyait contre la cheminée, les bras croisés, ce même air de gentillesse fatigué sur son visage. Toujours celui qui essayait de maintenir la paix dans les moments de tension. Et sa mère, Monica, se déplaçait dans la pièce comme une hôtesse lors d'une fête. On se demandait où tu étais passé, dit-elle en souriant trop largement. Je leur ai dit que tu étais probablement en train de te remémorer des souvenirs. Elle ne répondit pas. Ses yeux se posèrent sur la table basse, où se trouvait maintenant un dossier, épais et soigneusement rangé. Tout le monde est là, dit joyeusement Tracy, comme si c'était une réunion de club de lecture et non la maison de leur grand-père en train d'être vidée de tout souvenir. Peter se racla la gorge et glissa son téléphone dans la poche de son blazer. Nous voulions t'informer correctement, Nadia. Je sais que tout cela s'est passé rapidement, mais c'est vraiment pour le mieux. Pour le mieux, répéta-t-elle lentement. Exactement, acquiesça Monica, les mains jointes comme si elle dirigeait une prière. La maison a été mise sous séquestre vendredi dernier. C'est une offre solide, au-dessus du marché. La clôture devrait avoir lieu dans environ 10 jours, à peu près. Ses genoux fléchirent légèrement, mais elle ne s'assit pas. Vous l'avez vendu, demanda-t-elle. C'était trop pour toi, ma chérie, dit Peter, comme s'il expliquait les impôts à un enfant. L'entretien seul, sans parler des impôts fonciers. Tu es bibliothécaire. Comment aurais-tu pu t'en sortir? Tu devrais nous remercier, ajouta Tracy en riant. Je veux dire, pas de stress, pas d'hypothèque, pas de fuite de toi. Tu as évité une belle balle, cousine. Elle sentit l'air dans la pièce changer. Il n'essayait pas de l'épargner. Il n'était pas négligent. C'était planifié. Monica prit le dossier, s'approcha et le lui tendit. Ce ne sont que des papiers de reconnaissance. L'acheteur passera demain pour une dernière visite. Elle l'ouvrit avec des doigts lents. Tout y était. Détail du séquestre, date de clôture, signature. Son nom n'en faisait pas partie. Je n'ai rien signé, dit-elle. Je ne savais même pas qu'il y avait une vente. Tu n'en avais pas besoin, dit doucement Peter. La propriété était dans la fiducie familiale. Cela nous donne le contrôle exécutif. Grand-père m'a dit qu'il me laissait la maison, qu'elle serait à mon nom. Sa mère lui lança un regard qu'elle ne connaissait que trop bien. Entre pitié et exaspération. Eh bien, ma chère, les promesses verbales ne tiennent pas lors d'une succession. Tu le sais. Elle déglutit difficilement, toujours debout, le dossier lourd dans ses mains. Et aucun de vous n'a pensé à mentionner quoi que ce soit avant de vider mon enfance et de coller le nom de quelqu'un d'autre sur la boîte aux lettres? Silence. Tracy fit tourner son bracelet. On ne pensait pas que tu le prendrais si personnellement. Ce n'est qu'une maison. Non, dit-elle doucement. Ce n'était pas le cas. C'était une promesse. Personne ne répondit.
Peter se déplaça. Monica s'assit, et Tracy eut un sourire narquois en regardant quelque chose sur son téléphone. Elle quitta la pièce. Le soleil de fin d'après-midi s'était abaissé dans le ciel. Elle poussa la porte du patio arrière, sortant dans l'air chaud. Grand-père avait planté du chèvrefeuille le long de la clôture il y a des années. Il fleurissait encore, sauvage et doux. Elle resta là, laissant la chaleur s'imprégner dans sa peau, se demandant combien de décisions avaient été prises sur sa vie alors qu'elle essuyait encore ses larmes à l'enterrement. À l'intérieur, des rires éclatèrent. Quelqu'un parla de projets pour le dîner. Ça ne collait pas. Rien de tout cela ne collait. Plus tard, après leur départ, Tracy lui lança un « à demain », comme s'ils étaient des collègues. Elle s'effondra sur la chaise de la cuisine et vérifia son téléphone. Elle n'aurait pas dû. Une publication de Tracy. Une photo soigneusement choisie du Porsche de grand-père avec la légende « Certaines personnes se soucient plus de la propriété que de la paix. Grand-père méritait mieux que ce drame. » Et les commentaires « Laissez les morts reposer en paix. Je n'arrive pas à croire que Nadia se batte pour une maison. » Dégoûtant. Il y en a toujours une. Son pouce plana sur l'écran, engourdi. Il réécrivait l'histoire avant même qu'elle ne commence, la peignant comme avide, égoïste, ingrate, et ça marchait. Elle se leva, se déplaçant sans réfléchir, directement vers le bureau. Le tournevis était toujours dans le tiroir à bric-à-brac. Elle força la serrure. Le bois se fendit, et quelque chose en elle avec. Une seule enveloppe, son nom écrit de la main de grand-père. Elle la tint, non ouverte. Sa voix se brisa. Qu'ont-ils fait? De retour à son appartement, elle ferma la porte derrière elle avec un bruit sourd et s'y adossa, tenant toujours l'enveloppe. Elle n'avait même pas enlevé ses chaussures. Son sac à main glissa de son épaule et tomba sur le sol avec un bruit doux. Mais elle ne bougea pas. Le silence était épais. Pas de bourdonnement de conversation, pas de tintement de verre, juste elle et l'enveloppe. Elle se dirigea vers la table de la cuisine et s'assit lentement, comme si chaque centimètre de son corps était soudainement fait de pierre. Elle fixa son nom sur le devant, écrit de la main de grand-père, stable, penché, indubitablement le sien. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient deux choses. Une copie pliée de son testament original et une feuille de papier à lettres jaunies. Son cœur s'accéléra, son écriture à nouveau. S'ils ont vendu la maison, vérifie la signature et vérifie la date. Tu n'étais pas en ville. Elle le lut 3 fois. Ses mains tremblaient alors qu'elle mettait le testament de côté et fouillait dans le dossier que Monica lui avait donné plus tôt. Elle sortit la copie du contrat de vente. C'était là, sa signature, parfaitement imitée, jusqu'à la légère inclinaison du N et la petite boucle à la fin du A. Elle n'avait rien signé. Ni pour la maison, ni pour une vente, ni pour une seule fichue chose. Son esprit s'emballa alors qu'elle se levait et sortait son ordinateur portable de la table d'appoint. Elle ouvrit sa boîte de réception, les mains bougeant maintenant par instinct. Recherche, Seattle, conférence des bibliothécaires. Elle trouva la confirmation de vol. Départ, 11 mai. Retour, 16 mai. Elle ouvrit ensuite son calendrier numérique. 4 jours remplis d'ateliers, de conférenciers principaux, de réservations d'hôtels et de petits déjeuners de réseautage. Elle avait même une photo d'elle à un panel encore dans son email, envoyé par un collègue. Le document de vente était daté du 13 mai. Elle n'était même pas dans l'état. Elle expira lentement, amèrement. Puis elle ouvrit le tiroir du bas de son bureau et attrapa un vieux dossier en plastique. Elle écrivit en grosses lettres noires sur le devant. Vérité. Elle y déposa le testament, la confirmation de vol et une copie imprimée de la page de vente contrefaite. Elle se rassit et fixa le dossier. Il n'avait pas seulement pris la maison. Il l'avait effacée de l'histoire et avait signé son nom comme si elle était déjà partie. À minuit, elle prit son téléphone et appela Victoria, l'une de ses collègues bibliothécaires qui avait organisé le panel de Seattle. Elle répondit, ensommeillée. « Nadia, tout va bien ? » « Je suis vraiment désolée de t'appeler si tard, » dit-elle rapidement. « Je peux te demander une énorme faveur ? » Il y eut une pause, puis. « Bien sûr. Pourrais-tu m'envoyer une lettre ? Juste quelque chose confirmant que j'étais là la semaine du 11 au 16 mai. Plus précisément, que j'ai parlé au symposium le 13. » Sa voix s'éclaircit. « Oui, absolument.
Je me souviens de ce jour. Tu as assuré. Merci, dit-elle, sa voix plus tendue qu'elle ne le voulait. J'apprécie vraiment. Après avoir raccroché, elle brancha son téléphone, se dirigea vers la salle de bain, s'aspergea le visage d'eau froide, puis se souvint du vieil iPad familial. Monica avait synchronisé tous ses appareils une fois en l'aidant à récupérer un mot de passe. Ses SMS et ses photos du cloud s'étaient sauvegardés sur tous les appareils. Elle n'y avait pas pensé depuis, jusqu'à maintenant. Nadia attrapa la tablette sur l'étagère de son couloir. Elle n'avait pas été utilisée depuis des mois, mais elle s'alluma encore. Elle ouvrit l'application Messages et commença à faire défiler. Puis elle le trouva. Une capture d'écran que Peter avait envoyée à un certain Daniel. Son nom correspondait au document de l'acheteur. On l'a eu. Ok, ne t'inquiète pas. Elle ne contestera pas. Elle est passive. Sa poitrine se serra. Plus bas, un autre message de Monica à Peter. Elle a toujours été silencieuse. C'est pour ça qu'elle est parfaite. Parfaite. Parfaite pour disparaître. Parfaite pour être ignorée. Parfaite pour être piétinée. Sa mâchoire se crispa. Ses doigts se pressèrent fort contre l'écran alors qu'elle prenait des captures d'écran des deux textes, se les envoyait par email et les sauvegardait sur une clé USB qu'elle gardait dans son tiroir. Elle l'étiqueta de la même manière que le dossier. Vérité. Elle la serra fermement entre ses doigts. Il n'avait pas seulement menti. Il comptait sur elle pour rester silencieuse, pour être douce, pour hocher la tête poliment, se fondre dans le décor et les remercier pour cela. Mais ils avaient oublié quelque chose. Elle se leva et regarda autour de son appartement. Silencieuse, oui, mais pas faible. Elle prit le testament de grand-père et le glissa dans son sac. Puis elle attrapa ses clés. Vous avez choisi la mauvaise silencieuse, murmura-t-elle. Elle n'a pas dormi. Elle est restée un moment dans sa voiture après avoir quitté l'appartement, la clé USB toujours dans sa poche. Le testament de grand-père posé sur le siège passager comme un témoin silencieux. Le soleil commençait à peine à éclaircir l'horizon quand elle quitta le trottoir et se dirigea vers le centre-ville. Au moment où elle se gara devant le bureau de Mary Johnson, la ville s'était réveillée. Les gens passaient avec des tasses de café et des ordinateurs portables, inconscients du monde qui basculait sous ses pieds. Le cabinet se trouvait dans un modeste bâtiment beige avec une plaque de laiton près de la porte. Johnson et Wyatt, droit des successions et de la famille. Elle entra, les documents à la main, et dit à la réceptionniste qu'elle n'avait pas de rendez-vous. Mais que c'était urgent. Quelques minutes plus tard, Marie elle-même entra dans le hall. Milieu de la quarantaine, posée, avec une sorte de calme que personne ne pouvait feindre. Ses cheveux sombres étaient relevés, et son tailleur anthracite semblait appartenir à quelqu'un qui ne perdait pas de dispute. « Vous êtes Nadia » demanda-t-elle en tendant la main. « Parlons-en. » Son bureau sentait légèrement l'huile de citron et le vieux papier. Nadia s'assit en face d'elle, ouvrit le dossier intitulé « Vérité » et fit glisser tout sur le bureau. Le testament, le faux contrat de vente, la confirmation de vol, les captures d'écran des SMS. Marie ne dit pas grand-chose au début. Elle se contenta de lire. Elle tenait le testament à deux mains, les yeux se plissant légèrement en le parcourant. Puis elle sourit lentement. « Votre grand-père, dit-elle en tapotant une ligne avec son doigt, était très prudent. » Elle tourna le document vers Nadia et pointa du doigt. « Il y a une clause ici qui annule la fiducie. Il est clairement indiqué. La maison ne peut être vendue en vertu d'aucune fiducie, délégation ou procuration, à moins que Nadia Thompson ne signe en personne et en présence de deux témoins. » Nadia cligna des yeux. « Attendez, donc ils ne peuvent pas la vendre. » « Pas légalement. » « Et falsifier votre signature », Marie se pencha en arrière. « C'est une fraude. » Elle sentit quelque chose bouger en elle, comme un sol qui se remet en place sous ses pieds. Marie se redressa sur sa chaise. « Nous allons déposer une injonction d'urgence pour arrêter la transaction, dit-elle, et j'enverrai une lettre à l'acheteur aujourd'hui. » Sa voix sortit basse. « Il ne sait pas, s'il le sait, il devra répondre au barreau de l'État. S'il ne le sait pas, il sera très intéressé de savoir qu'il achète une propriété volée. » Elle laissa échapper un long soupir. Elle ne s'était pas rendu compte qu'elle le retenait. « Est-ce que je devrais aller au tribunal éventuellement ? » « Oui, mais aujourd'hui nous gagnons du temps, et nous secouons la table.
Marie se leva, se dirigea vers son imprimante et commença à préparer des documents avec une concentration calme qui fit croire à Nadia pour la première fois qu'elle pouvait gagner. Ce soir-là, après avoir quitté son bureau, Nadia passa en voiture devant la maison de son grand-père. Personne n'était là. La lumière du porche était éteinte, les stores fermés. Elle resta assise dans sa voiture pendant quelques minutes, puis sortit, ses chaussures crissant sur le gravier. Elle monta les marches, le bois craquant sous ses pieds, et déverrouille. Là la porte avec la clé de secours toujours cachée dans le pot de fleurs. À l'intérieur, ça sentait la poussière et le vieux nettoyant aux agrumes, comme l'enfance et les fins. Elle se dirigea vers le couloir où la photo encadrée de son grand-père, d'elle-même et de Lucky était toujours là. Seulement cette fois, elle remarqua que le dos du cadre était plus épais qu'elle ne s'en souvenait. Elle le retourna, de minuscules vit maintenant le dos du cadre en place. Dans le tiroir de la cuisine, elle trouva le petit tournevis que son grand-père gardait toujours près du plateau à bric-à-brac. Elle retourna au cadre, dévissa le dos, et là, scotchée à l'intérieur, se trouvait une petite clé en laiton terni. Elle était chaude dans sa paume comme si elle l'avait attendue. Elle se retourna, balayant la pièce du regard. La cheminée se tenait tranquillement dans le coin. Elle s'approcha. Le sol près d'elle était un patchwork de vieux bois, lisse après des années de pas nus. Puis elle le vit. Une planche près de l'âtre avait un petit cœur gravé dans le grain, un cœur que personne d'autre n'aurait remarqué. Elle s'agenouilla, la clé à la main. La planche du plancher céda avec un léger craquement alors qu'elle la soulevait. Le souffle lui manqua dans la poitrine, comme si elle dérangeait un secret qui avait attendu patiemment dans le noir. L'encoche en forme de cœur n'était pas juste une décoration. C'était un signe destiné à elle. À l'intérieur se trouvait un coffre-fort ignifuge, pas plus grand qu'une boîte à chaussures, ses coins usés et lisses. Elle le sortit avec des mains tremblantes et s'adossa contre le mur, la lumière du petit matin commençant à filtrer à travers les rideaux de la cuisine. Ses doigts tracèrent le bord du fermoir en laiton avant de glisser la clé dedans. La serrure tourna avec un déclic qui résonna plus fort qu'il n'aurait dû. À l'intérieur, bien rangée entre des couches de vieux tissu en flanelle, se trouvait une clé USB, une lettre avec son nom écrit de la main audacieuse et penchée de son grand-père, et une enveloppe simplement étiquetée « Andrew ». Ses yeux revinrent à la lettre. « S'ils essaient de t'effacer, va voir Andrew ». Elle ne savait pas s'il fallait rire ou pleurer, peut-être les deux. Grand-père avait toujours dit qu'Andrew Granger se souvenait des choses que le reste du quartier oubliait. Les anniversaires, les codes de garage, l'année où le saule pleureur dans le jardin avait finalement cessé de fleurir. Elle glissa la clé USB et la lettre dans son sac à main et tint l'enveloppe d'Andrew sur ses genoux un moment avant de la ranger aussi. À 9 heures ce matin-là, elle était sur le porche d'Andrew, à 2 pâtés de maison de là, hésitant avant de frapper. L'endroit semblait plus petit qu'elle ne s'en souvenait, mais peut-être que tout l'était. La peinture s'écaillait de la balustrade, mais le carillon avant fait de cuillère tintait toujours dans la brise. Elle pensait autrefois que ça sonnait comme un vieux rire. La porte s'ouvrit avant même qu'elle ne frappe. « Nadia Thompson », dit Andrew d'une voix rauque. « Je me demandais quand tu viendrais. » Il avait l'air plus mince, les épaules rentrées, mais ses yeux étaient toujours vifs. Il la fit entrer avec une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des jours. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en se traînant vers la table de la cuisine. « Ton grand-père me l'a donné l'automne dernier, il m'a dit de ne te le donner que si tu le demandais. » Il plaça une clé USB à côté d'une cassette déjà posée sur la table, et à côté, une vieille photo qu'elle n'avait pas vue depuis des années. C'étaient les trois, elle, grand-père et Lucky, sous le vieux saule dans le jardin. Elle devait avoir environ 7 ans, une dent de devant en moins et un sourire comme si elle venait de gagner un trophée. Au dos, de la main de grand-père, il était écrit « Elle se souvient de ce qui compte ». Elle s'assit lentement, submergée. « Pourquoi vous a-t-il donné tout ça ?» Andrew posa sa paume sur la cassette. « Parce qu'il ne leur faisait pas confiance, et il a dit que tu étais la seule à te battre pour ce que la maison signifiait, pas seulement pour ce qu'elle valait. » Il ouvrit un petit convertisseur de cassette en numérique et appuya sur play. La voix de son grand-père emplit la pièce. « Ils vont la démolir, Andrew, pièce par pièce. Si je ne la verrouille pas. » La voix d'Andrew répondit, légèrement étouffée. « Tu as écrit le testament. Il ne s'agit pas de paperasse. Il s'agit d'intention. Nadia comprend ça. Elle l'a toujours fait. » Elle baissa les yeux sur ses mains. Elle ne se battra pas pour elle-même,
continua la voix de grand-père. Mais elle se battra pour le sens. C'est pourquoi elle est la gardienne de la flamme. Une boule se forma dans sa gorge. Elle pressa ses doigts contre ses lèvres pour ne pas éclater en sanglots. Son silence toutes ces années. Chaque fois qu'elle avait laissé les choses passer, s'était éloignée au lieu de se défendre, n'avait pas été de la faiblesse pour lui. Il la voyait. Pas bruyante, mais stable. Pas à accent grave l'œil, mais ancré. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit tout ça, murmura-t-elle. Andrew sourit simplement doucement. Il te l'a dit. Tu avais juste besoin de l'entendre maintenant. Elle resta un peu plus longtemps. Il lui fit du thé. Ils parlèrent du rire de grand-père, de ses crêpes ridicules. L'été où ils avaient failli brûler le garage en essayant de construire une cabane dans les arbres. Pour la première fois depuis des jours, sa poitrine se sentit moins comme une cage et plus comme une lanterne avec quelque chose qui brûlait encore à l'intérieur. En sortant, Andrew lui pressa le Polaroid dans la main. « Prends-le, dit-il. Ton combat n'est pas terminé. Mais maintenant, tu as un peu plus de feu. » De retour chez elle ce soir-là, elle étala tout sur sa table de cuisine. Le testament, les documents de vol, le contrat de vente contrefait, les SMS, et maintenant l'enregistrement. Elle sortit la déclaration sous serment que Marie lui avait donnée. Pendant un long moment, elle resta assise là, un stylo à la main, fixant le papier. Elle pensa à la photo, à l'arbre, à la façon dont la voix de son grand-père disait son nom comme s'il avait du poids. Et elle signa. Pas parce qu'elle voulait se venger, pas même juste parce qu'elle voulait la maison, mais parce que quelque chose de sacré avait été placé entre ses mains. Et si elle les laissait l'enterrer sous la paperasse et les jeux de pouvoir, ce ne serait pas seulement la maison qui serait perdue. Ce serait tout ce qu'elle représentait. Il ne s'agissait pas seulement de garder la maison. Il s'agissait d'honorer ceux qui en faisaient un foyer. Après avoir signé la déclaration sous serment, elle a à peine dormi. La nuit était calme mais tendue, comme une tempête qui attendait juste devant la fenêtre. À l'aube, elle était habillée, avait pris son café et était prête. Sinon pour gagner, du moins pour leur montrer qu'elle n'allait pas s'effacer. Marie avait organisé la réunion pour 9h30 chez Sterling Property. Nadia est arrivée avec 10 minutes d'avance, mais Marie était déjà là, debout juste à l'intérieur des portes vitrées avec son autorité calme habituelle. Nadia n'avait jamais autant apprécié le calme chez une personne avant de rencontrer Marie. Marie avait une façon de transformer l'intensité en grâce. « Commençons », dit-elle en tenant la porte ouverte. À l'intérieur, l'air sentait la fausse lavande et le vernis, essayant de cacher la pourriture en dessous. Un jeune agent cligna des yeux en la voyant. « Avez-vous un rendez-vous » ? « Elle en a un maintenant », dit Marie en sortant une épaisse enveloppe de son sac. « Cessez et renoncez. S'il vous plaît, allez chercher Monsieur Daniel Anderson et votre directeur d'agence. » La réceptionniste fit une pause, mais un regard sur le visage de Marie la fit se précipiter comme si le sol pouvait s'effondrer. Quelques minutes plus tard, Daniel Anderson arriva. Il semblait être dans la fin de la quarantaine avec une coupe de cheveux coûteuse. Sa confiance s'effrita un peu en voyant le dossier juridique dans la main de Marie. « Marie Jones, dit-il. Vous représentez Nadia. Elle est l'héritière légitime de la propriété que votre agence a tenté d'acheter en utilisant une fausse autorisation, répondit Marie. Il haussa un sourcil. Sa mère était notre contact. On nous a dit. On vous a dit des mensonges, dit calmement Marie. Elle tapota la déclaration sous serment. C'est une déclaration sous serment avec la preuve que ma cliente n'était même pas dans l'état lorsque les papiers ont été soi-disant signés. Puis elle brandit une copie imprimée du contrat de vente. Cette signature est fausse. Daniel la regarda. Sa voix changea, un peu condescendante, un peu coupable. Votre mère a dit que vous étiez émotive. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas la croire sur parole. Elle ne dit rien. Parfois, le silence laisse la honte parler plus fort. Il se frotta la nuque. Je retire mon offre sur le champ, et je parlerai à mon service juridique des dommages causés à la réputation de mon agence. Marie hocha la tête. Vous devriez. Et vous voudrez peut-être dire à votre compagnie de titres qu'ils ont failli faire partie d'un crime. Au moment où ils sortirent, la nouvelle s'était déjà répandue. Le nom de Tracy était sur un SMS sortant sur le téléphone de l'agent de la réception. Nadia reconnut l'écran. C'est drôle comme les ragots se déplacent vite quand les gens sentent des ennuis juridiques.
Marie eut un petit sourire satisfait. C'était la partie facile. Cet après-midi-là, elle retourna à la maison de grand-père. L'allée était de nouveau pleine. La voiture de Monica était garée en diagonale comme si le trottoir lui appartenait. Le Range Rover de Tracy était là, le haillon arrière ouvert. Des boîtes en carton étaient empilées dans le salon. À l'intérieur, elle les trouva en train de cataloguer, le mot de Monica pour cela. Monica portait des gants blancs nacrés et tenait l'une des boîtes à pipe en bois de grand-père comme si elle inspectait des antiquités à vendre. Nous documentons simplement ce qui doit être déplacé, dit Monica sans même lever les yeux. Tu veux dire voler, claqua-t-elle. Tracy laissa échapper un petit rire essoufflé. C'est drôle venant de toi. Maintenant, tu te soucies de ces vieilles choses poussiéreuses. Elle s'approcha. Ce ne sont pas que des choses. Ce sont des histoires. Et tu n'en toucheras pas une autre. Nadia. Soupira Monica en baissant la boîte à pipe. Tu as fait valoir ton point. Mais ton grand-père nous appartenait à tous. Tu rends cela conflictuel. Elle plissa les yeux. Non, maman. C'est toi qui as fait ça quand tu as signé mon nom sur un papier légal et que tu as appelé ça pratique. La mâchoire de Monica se tendit, mais elle s'éloignait déjà. C'est alors qu'elle le vit. L'un des tableaux de grand-père appuyé près de la porte d'entrée. Il montrait les montagnes du Colorado, celles où ils avaient fait de la randonnée ensemble quand elle avait 15 ans. Mais quelque chose n'allait pas. Les couleurs étaient trop vives, trop neuves. Elle s'agenouilla. Tracy ricana. S'il te plaît, ne commence pas à prétendre que tu es une experte en articles. Elle passa son doigt le long du bord de la toile. Ça ne semblait pas juste. Pas comme du lin tendu. Plutôt comme du tissu synthétique. Elle appela Marie. J'ai besoin d'une faveur. Amène quelqu'un qui s'y connaît en articles. Moins d'une heure plus tard, Marie arriva avec une experte locale, Madame Levin, une employée de musée à la retraite. Elle regarda le tableau pendant un long moment avant de dire quoi que ce soit. C'est une reproduction, dit Madame Levin. Une bonne, mais pas l'original. C'est impossible, dit sèchement Monica. Ce tableau est dans la famille depuis des années. Marie haussa un sourcil, et pourtant, nous voilà. Quelque chose changea en elle. Il ne s'agissait pas seulement de la maison. Ça n'avait jamais été le cas. Il ne vendait pas seulement l'endroit. Il remplaçait les originaux, cachait les souvenirs, transformait la vie de grand-père en argent et appelait ça une clôture. Elle descendit le couloir et se tint sous la trappe du grenier. Elle n'y était pas montée depuis le lycée, mais quelque chose lui disait que s'ils avaient caché une chose, ils en avaient caché d'autres. Elle tendit la main et tira l'échelle de corde vers le bas. Son cœur battait la chamade. La poussière flottait dans l'air. L'échelle grinça alors qu'elle montait. Ça sentait le vieux, les choses oubliées. La lumière du couloir atteignait à peine le grenier, mais elle n'avait pas besoin de beaucoup pour voir quelque chose derrière la cheminée. Quelque chose de carré. Qui attendait? Elle rampa sur les poutres et trouva un petit coffre-fort en acier brossé caché derrière un panneau de bois lâche. Pas de trou de serrure. Juste un clavier. Elle le fixa. Ses mains étaient poussiéreuses. Elle essaya l'anniversaire de grand-père. Faux. Puis le sien. Toujours faux. Puis elle se souvint. Des années auparavant, en l'aidant à configurer son email. Gardons ça simple, avait-il dit en riant. Que dirais-tu de la date d'adoption de Lucky? Elle tapa 0417. Clic, le loquet s'ouvrit. Le couvercle se souleva avec un léger gémissement. À l'intérieur se trouvait un paquet de vieux papiers et une clé USB enveloppée dans du papier ciré. Elle sortit une pile de papiers de propriété, chacun tamponné et vérifié. Ce n'était pas que de vieilles affaires de famille. C'étaient des œuvres d'art importantes, réelles. Elle les avait vues sur les murs de grand-père toute sa vie. Maintenant, elles avaient une preuve. Il y avait des lettres de son assurance confirmant la valeur. Son estomac se retourna. Ils avaient planifié cela. Échanger les vraies choses contre des fausses et prendre l'argent. Au fond, elle trouva une note écrite de la main de grand-père. S'ils deviennent désespérés, ils échangeront l'histoire contre de l'argent. Ne les laisse pas faire. Ces pièces ont été collectionnées avec un sens, pas pour de l'argent. Tu es la seule à avoir vu ça.
Elle resta assise dans le grenier un moment, les genoux repliés, tenant la note comme si c'était une bouée de sauvetage. Son téléphone vibra. C'était Marie. Elle a déposé une demande reconventionnelle, dit calmement Marie. Votre mère dit que vous êtes mentalement instable, que vous avez falsifié des documents et que vous avez été influencé. Elle ferma les yeux. Un coup classique. Faire passer la victime pour instable. Elle demande au tribunal de tout geler, ajouta Marie. Mais ne paniquez pas. Nous nous y attendions. Elle laissa échapper un lent soupir. Laissez-la tout essayer, dit-elle. J'ai la vérité. Après avoir tout remis dans le coffre-fort, elle le referma soigneusement. Sa prochaine étape nécessiterait les documents originaux, mais ceux-ci passeraient désormais par Mary Jones, correctement sécurisés. Cet après-midi-là, alors que le soleil jetait de longues lignes à travers le jardin, elle alla s'asseoir près du saule. L'arbre penchait toujours légèrement d'un côté, comme s'il écoutait. Tracy la trouva là, pieds nus dans sa combinaison de créateur, comme si elle pensait que c'était une sorte de séance photo de mode de vie. « Tu ne t'es jamais battu pour rien de tout ça, » dit Tracy, les bras croisés. « Pourquoi maintenant ?» Elle ne la regarda pas, parce que grand-père s'est battu pour moi, même quand je ne pensais pas le mériter. Tracy renifla. « Tu n'es pas spécial. Tu étais juste la première sur la liste cette fois. » Elle se tourna finalement vers elle. « Je suis la seule à avoir lu les petits caractères. » La bouche de Tracy tressaillit. Elle se tourna pour partir mais hésita. « Tu penses que ça se termine avec la maison ? » Ce n'est pas le cas. « Je sais, » dit-elle. « C'est pourquoi je suis toujours là. » Le soir venu. Elle était dans la salle à manger, triant à nouveau les dossiers juridiques quand elle entendit le moteur. Elle se dirigea vers la fenêtre avant. Un camion de déménagement était garé au bord du trottoir, moteur au ralenti. Derrière, Monica sortit d'un SUV noir. Elle n'était pas seule. 2 hommes en costume sombre marchaient à ses côtés, chacun tenant des mallettes. Ils n'étaient pas là pour parler. Elle sentit son souffle se couper alors qu'elle s'éloignait de la fenêtre, sa voix basse, stable mais se préparant. Ils font leur dernier coup. Elle s'éloigna lentement de la fenêtre, les hommes en costume sombre continuant de remonter le chemin. Un instant, elle songea à courir à l'étage, à claquer la porte, à s'enfermer comme elle le faisait à 12 ans quand elle ne savait pas se défendre. Mais elle n'avait plus 12 ans. Et il ne s'agissait pas de se cacher. Au lieu de cela, elle se dirigea calmement vers la salle à manger, prit son téléphone sur le bord de la table et appuya sur le bouton d'enregistrement. Elle le posa face contre terre, le microphone orienté vers la pièce. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement sans même qu'on frappe. Monica entra la première, talons aiguilles contre le parquet, flanquée de 2 avocats spécialisés en succession qui semblaient tout droit sortis d'un drame judiciaire. Elle ne lui jeta même pas un regard en se dirigeant droit vers la table de la salle à manger. « Cette maison n'a jamais été qu'à propos de toi. » dit froidement Monica, jetant un dossier sur la table comme un gant. Elle ne s'y pas. Elle tendit la main vers le tiroir latéral et en sortit son propre dossier. Elle l'ouvrit lentement, étalant chaque expertise, chaque certificat, chaque document authentifié qu'elle avait trouvé dans le coffre-fort. « Non, dit-elle. Il s'agissait des 2 millions de dollars que vous blanchissiez à travers l'art de grand-père. » L'un des avocats se tortilla sur son siège. L'autre s'arrêta au milieu d'une page. Avant que Monica ne puisse dire quoi que ce soit, la porte s'ouvrit à nouveau, cette fois sur invitation. Daniel Anderson entra, l'air beaucoup moins suffisant que la dernière fois qu'elle l'avait vu. Mary Jones le suivit de près, une force de calme tranquille, sa mallette à la main. Elle lui fit un signe de tête et s'assit. Les yeux de Daniel balayèrent la pièce. On ne m'avait pas dit que ce serait une session de groupe. Marie eut un petit sourire. Nous pensions qu'il valait mieux que vous entendiez toutes les versions. Elle se dirigea vers la console de divertissement, sortit la clé USB de sa poche et l'inséra dans le vieil ordinateur portable sur le buffet. L'écran vacilla un instant. Puis le visage de grand-père apparut, fatigué, plus âgé qu'elle ne s'en souvenait, mais ses yeux toujours aussi clairs. Si vous regardez ça, sa voix rauque s'échappa des haut-parleurs. Ils ont fait exactement ce que je craignais. Mais j'ai laissé la vérité dans les murs, et je l'ai laissée pour Nadia parce qu'elle est la seule qui a écouté. La pièce était silencieuse. Même les avocats ne bougeaient pas. Daniel se rassit.
Votre mère a dit que vous étiez instable, que vous détestiez cet endroit. Elle se tourna vers lui, sa voix posée. Elle a dit ça parce que je ne lui ai jamais dit ce qu'elle voulait entendre. Je ne voulais pas le vendre. Je ne voulais pas prétendre que grand-père ne signifiait rien. C'est la différence entre nous. Monica se leva brusquement. Oh, s'il te plaît. Allons-nous vraiment donner du poids à un enregistrement sentimental? Il était vieux. Il disait des choses comme ça tout le temps. Marie haussa un sourcil et ouvrit son dossier. Nous avons également des preuves vidéo des signatures contrefaites, des rapports d'assurance et des emails coordonnant l'échange d'œuvres d'art. Mais Monica n'avait pas fini. Elle eut un sourire narquois et tapa sur son iPad. Alors que diriez-vous d'une vidéo de Nadia elle-même disant qu'elle voulait s'éloigner de cette maison? Elle tourna l'écran vers Daniel, jouant un clip d'un barbecue des années auparavant. La voilà à l'écran, dans une robe d'été bleue, tenant une limonade, riant et disant « J'aimerais pouvoir m'éloigner de cette maison ». Monica mit le clip en pause. Affaire classée. Marie ne s'y a même pas, jouez-le en entier. Daniel lui tendit la tablette. Marie fit défiler et joua le reste. Elle réapparut à l'écran, soupirant, son ton changeant. Mais je lui ai promis que je ne le ferai pas. Pas après tout ce qu'il a construit ici. Silence. Elle s'avança. Il pensait que je resterais silencieuse. Mais le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Elle tendit à Daniel tout le dossier. Les chronologies, les registres d'expertise, la dernière vidéo de grand-père, les emails. Tout ce qu'on ne lui avait pas dit. Il se tourna vers Monica, les yeux plus vifs maintenant. Je ne participerai plus à ça. Vous avez franchi toutes les limites. Le visage de Monica se tordit. Nous t'avons donné la vie, siffla-t-elle. Elle la fixa, la voix calme. Et vous avez essayé de me la revendre. Des lumières bleues et rouges clignotèrent à travers les fenêtres avant. La pièce devint immobile. Marie se leva, ramassant son sac. Elle regarda la porte, puis de nouveau Monica. Ils ne sont pas là pour moi. Dit-elle doucement. Les mots de Marie résonnaient dans ses oreilles alors que les officiers s'avançaient. Leurs ordres secs s'élevant au-dessus des dénégations frénétiques de Monica. Elle ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. Ce moment appartenait à la vérité. Et elle en avait assez dit. 3 semaines s'étaient écoulées depuis. Assez longtemps pour que le choc se dissipe. Pas assez longtemps pour que la douleur s'estompe. La maison était calme maintenant. Calme de la manière que l'on ne comprend qu'après que le chaos a été balayé. La porte d'entrée grinçait de la même manière qu'elle l'avait toujours fait. L'air sentait faiblement le cèdre et le vieux papier. Et pour une fois, elle pouvait se promener de pièce en pièce sans se préparer à une confrontation. Monica et Peter furent tous deux inculpés. Fraude, faux et usage de faux, complot. Le langage juridique semblait froid et stérile, mais l'impact était réel. Tracy évita le procès en acceptant un accord. Elle quitta la ville sans même emballer le reste de ses affaires. Elle ne l'arrêta pas. Daniel témoigna en sa faveur. À son crédit, il n'essaya pas de justifier son rôle dans la manipulation. Il dit simplement « j'ai cru les mauvaises personnes » et se retira de la vente. Elle pouvait respecter cela. La maison était légalement à elle maintenant, mais elle n'avait jamais voulu la garder pour elle seule. Elle parcourut le couloir ce matin-là, s'arrêtant à chaque pièce. Non pour pleurer, non pour célébrer, mais pour planifier. Les boîtes qui bordaient les murs n'étaient pas pour partir. Elles étaient pour réinventer. Une pièce serait un cercle de lecture pour les personnes âgées qui avaient besoin de compagnie. Une autre, une salle d'art pour les enfants dont les familles ne pouvaient pas se permettre des programmes d'été. Dans le jardin, elle restaurerait l'abri de grand-père en un atelier pour des cours communautaires. Pas un musée, pas un sanctuaire, un espace pour maintenir la flamme vivante comme il l'avait espéré. Andrew est revenu aujourd'hui. Il se traînait un peu plus lentement que la dernière fois, mais ses yeux s'illuminèrent dès qu'il vit la photo dans le couloir. Celle qu'elle avait accrochée sous le vitrail. C'était le Polaroid, grand-père, elle et Lucky sous le vieux saule, tous rayonnants comme des idiots. Andrew plaça une petite plaque sous le cadre. Elle se souvient de ce qui compte. Elle n'osa pas parler pour le remercier. Elle hocha simplement la tête, et il lui serra la main comme s'il savait.
Plus tard cet après-midi-là, Nadia retourna au bureau de son grand-père, la seule pièce qu'elle n'avait pas encore touchée. Elle était encore principalement telle qu'il l'avait laissée. Des livres empilés en tours étranges, une pipe reposant sur le rebord de la fenêtre. L'odeur d'encre et de pain flottait toujours dans l'air. Elle ouvrit le dernier tiroir qu'elle n'avait pas vérifié. À l'intérieur, enveloppé dans une serviette en tissu délavé, se trouvait un carnet relié en cuir. La dernière entrée était datée de 3 jours seulement avant son décès. La rédemption est plus lourde que la vengeance, et plus durable. Tu t'es souvenu, Nadia. Tu as gardé la maison en vie. Elle ferma le livre et le serra contre sa poitrine. Dehors, une lumière dorée filtrait à travers les branches. La maison gémit doucement dans ses fondations. Le même son qu'elle avait entendu en grandissant quand les nuits devenaient froides ou que la pluie tombait fort. Elle s'enfonça dans le vieux canapé près de la fenêtre, celui sur lequel il avait l'habitude de faire la sieste avec Lucky blotti à ses pieds. Son corps relâcha enfin la tension qu'elle avait portée pendant des mois, peut-être des années. Ils avaient essayé de l'effacer de l'histoire, mais la maison se souvenait.